Bonsoir, je suis Anne de Marron, je suis juriste en droit social de formation. J'ai pendant 24 ans travaillé aux éditions Lamy, éditions Lamy qui fait partie en France du groupe Wolters Kluwer France, qui sont des éditions spécialisées, des activités où il y a des journalistes et des juristes. Et puis en 2007, à l'occasion d'une fusion de toutes les sociétés qui composaient le groupe français, nous comprenons, au bout d'un an, que la participation avait disparu, il n'y avait plus de réserve de participation. Alors, aux éditions Lamy, c'était très important parce que la participation, c'était à peu près 2 mois et demi à 3 mois de salaire par an, en plus du salaire qui était payé sur 13 mois. Et au groupe Liaison, c'était 1 mois et demi par an. Évidemment, aucune information n'avait été donnée au comité d'entreprise sur les effets de la fusion sur la participation. À l'époque, quand la fusion a été lancée, alors j'étais minoritaire, hein, mais les autres organisations syndicales m'avaient suffisamment fait confiance pour me donner le poste de secrétaire du comité de groupe. Nous avions déclenché une expertise et là, première alerte, euh, tous les copains sont revenus vers moi en me disant non, non, Anne, il ne faut pas qu'on fasse cette expertise sur la fusion, la direction le prend très mal, ça va très mal se passer, etc., etc. Bon, je les ai écoutés, hein, j'étais minoritaire. Bon, voilà. Un an après, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de participation. Et on commence à poser des questions. Et la réaction de la direction est excessivement violente. Bon, on finit par comprendre, grâce à l'expert qui travaillait à l'époque pour le comité d'entreprise, qu'il y avait eu un montage financier, en fait un LBO. Et à l'époque, il y avait une loi très généreuse aux Pays-Bas qui permettait aux maisons mères de déduire tous les prêts qu'elles consentaient à leurs filiales de ces résultats de façon à faire baisser l'imposition de la maison mère. Franchement, on était d'une naïveté totale et on n'avait pas pensé à regarder de ce côté-là. Et la vérité, nous ne la connaîtrons qu'en 2018, à la suite d'un scandale qui va impliquer, alors je le dis, tous les acteurs de contrôle, tous les commissaires aux comptes, l'expert judiciaire que les organisations syndicales ont fait intervenir. Les organisations syndicales qui ont été intervenantes, c'est le SNJ, la CFDT, il y avait la CNT et la CGT. Tous les organes de contrôle qui auraient dû réagir ont été paralysés. Alors, on avait réussi à organiser une très grosse grève avec tous les salariés, hein, tous les cadres, tous les journalistes. On avait réussi à mobiliser les députés. On s'était dit, on a tous un député, un sénateur, on va leur écrire. Ça a donné lieu à un contrôle fiscal. La personne des impôts qui a procédé à ce contrôle fiscal voulait redresser car elle avait repéré une irrégularité. Sur intervention du ministre, qui à l'époque était M. François Baroin, le montage financier de Wolters Kluwer a été validé. Et donc, l'entreprise n'a pas été redressée et les salariés n'ont toujours pas retrouvé leur participation. Ça, c'était en 2010. Donc, nous décidons de demander une expertise judiciaire afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé. On n'obtiendra pas la lumière de cet expert qui va rendre un rapport mensonger. On finit par saisir les tribunaux, on perd devant le tribunal de grande instance et on gagne devant la cour d'appel de Versailles, qui reconnaît qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses, que ça affecte le calcul de la réserve de participation et qu'il faut procéder à un recalcul et qui invite la direction à renégocier avec nous. Immédiatement, la direction fait un pourvoi en cassation. Et c'est là que le scandale va redoubler, puisque donc là, on est en 2018, février 2018. Nous recevons le 28 février 2018, donc on a eu une audience, on a demandé une audience pour être présent à l'audience à la Cour de cassation. Et d'ailleurs, le lendemain de cette audience, le 25 janvier, je recevrai une convocation pour un licenciement qui sera refusé dans un premier temps. Nous recevons la décision le 28 février. L'arrêt
de la Cour de cassation dit, alors nous on est allé plaider sur la fraude, mais c'est vrai qu'on n'avait pas réussi encore à caractériser la fraude. On s'attendait à une cassation avec renvoi et on s'attendait à ce qu'on nous dise prouvez mieux la fraude. Sauf qu'on a une cassation sans renvoi. Donc cassation sans renvoi, c'est terminé, hein. Vous ne pouvez plus rien faire, il n'y a aucune option judiciaire possible. Et en lisant l'arrêt avec mes collègues, et mes collègues sont tous des juristes, alors juristes en droit social, qui connaissent très bien la Cour de cassation et qui connaissent très bien les magistrats de la Cour de cassation, et notamment de la Chambre sociale. Et là, quand on lit l'arrêt, on tombe des nues parce que ce qui nous choque de premier abord, c'est qu'il y a un principe qui est fondateur en droit tout court, c'est que normalement, la fraude corrompt tout. Et ce principe permet au juge de passer outre toutes les règles et de rétablir la victime d'une fraude dans ses droits. Et en lisant l'arrêt, il y a 2 salariés qui viennent me voir et qui me disent Anne, il y a un problème. Dans la formation qui a statué, 3 des magistrats, dont le président et le doyen, sont salariés de l'entreprise Wolters Kluwer. Alors, moi, je leur dis non, c'est pas possible, parce que le statut de la magistrature interdit à un magistrat d'être salarié. Et ils insistent. La semaine d'après, je suis contactée par un journaliste du Canard enchaîné qui me dit si vous trouvez des preuves, nous publions un article. Alors, mon premier réflexe, c'est d'aller voir l'inspectrice du travail pour lui expliquer la situation, et je sais qu'elle a une copie du registre du personnel. Elle refuse de me donner accès à cette copie. Du coup, j'envoie mes camarades délégués du personnel consulter le registre du personnel. Et là, nous trouvons des magistrats de la Cour de cassation qui sont consignés dans le registre du personnel en qualité de salariés. Ils sont consignés en qualité de formateurs et certains travaillent depuis 2005. Le journaliste du Canard enchaîné va me demander une seconde preuve. Comme je suis une ancienne secrétaire du comité d'entreprise, je me souviens que dans un carton, j'ai les registres, j'ai les listings des chèques cadeaux de Noël. Et je retrouve dans ces listings les noms des magistrats. Bon, le journaliste a considéré qu'il avait suffisamment de preuves. Il est allé interviewer les magistrats qui n'ont absolument pas nié, qui lui ont même montré leur fiche de paye et qui ne voyaient pas du tout où était le problème. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ces hauts magistrats, alors pas tous, hein, mais au moins 3 qui ont jugé l'affaire Wolters Kluwer et qui ont été déterminants, étaient salariés d'une entreprise et ils auraient dû se déporter. Et ils ne l'ont pas fait. J'ai fait une alerte. Je me suis dit, mais il y a peut-être les éléments qui qualifient une prise illégale d'intérêt. C'était évidemment une alerte que j'ai posée en interne. J'ai eu la réponse un mois après. Donc on m'a dit que les faits étaient vrais, mais qu'il n'y avait pas pas de problème et qu'il n'y avait pas de fraude. Donc, bon. À la suite de ça, l'inspection du travail, qui avait toujours refusé mon licenciement, a finalement, y compris orienté et aidé l'employeur pour que je sois licenciée pour faute grave. Et donc, j'ai été au mois de juin 2018 licenciée pour faute grave et j'ai eu 2 heures et demie pour quitter l'entreprise où je travaillais depuis 24 ans. Avec notre avocat, donc l'avocat du comité d'entreprise, nous décidons, et donc toutes les organisations, hein, le SNJ, la CFDT et la CGT, nous décidons de saisir le Conseil supérieur de la magistrature et de faire passer ces magistrats devant le Conseil de discipline. Ils vont passer devant le Conseil de discipline. Finalement, la décision du Conseil supérieur de la magistrature, ça a été de dire que certes, il y avait des manquements, mais que ces manquements n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer une faute grave. Ces magistrats, ils faisaient quoi? Ils faisaient des formations pour les éditions Lamy, et là, ils étaient payés 1 200 € par journée, soit 600 € pour une demi-journée. Évidemment, ils n'ont pas été corrompus. Alors d'ailleurs, quand on leur demande, ils disent tous, et y compris à l'audience du Conseil supérieur de la magistrature, ils ont tous dit que, vu les sommes en jeu, on ne pouvait pas penser qu'on achetait des magistrats. J'ai trouvé ça étonnant.
Parce qu'évidemment, quand on répond ça, avec un peu de perfidie, vous avez tout de suite envie de poser la question, ah bon, c'est combien la somme Oui. Voilà. Tous les professeurs de droit étaient très contents de notre démarche et nous soutenaient et commentaient nos arrêts, etc., etc. Chez l'AMI, quand on faisait grève, les profs de droit venaient à nos grèves. Là, tout le monde se tait. Donc moi, je suis un peu déprimée et je vois que notre arrêt ne suscite aucun commentaire alors qu'il est absolument scandaleux. Et comme j'avais l'email d'Alain Suppiot, je lui ai écrit. Je lui raconte l'affaire. Et là, il va nous aider et il va nous faire rencontrer un de ces jeunes professeurs qui s'appelle Samuel Jubé, qui est un professeur remarquable. Et en fait, il me rappelle une semaine après en me disant, mais c'est un scandale absolu, votre affaire. Et il m'explique que tout est scandaleux dans le montage financier qui a été réalisé et qu'il y a bien une fraude au plan comptable et que effectivement, quand Wolters Kluwer a, parce que quand ils ont fait la fusion, ils nous ont dit qu'ils procédaient par TUP, par transmission universelle de patrimoine. Sauf que au dernier étage de la TUP, il y avait une cession. Et pour acheter la merveilleuse entreprise qui était créée, évidemment, la coquille vide qui avait été créée en 2004 et qui rachetait tout l'ensemble, elle n'avait pas un rond pour acheter. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emprunté à la maison mère, qui lui a donné immédiatement, elle a donné 55 millions à la holding, 445 millions à la société coquille vide, qui immédiatement a racheté l'ensemble des sociétés. Et ensuite, il y a eu une remontée exceptionnelle de dividendes. Donc, cette année-là, on a distribué 555 millions qui ont été distribués aux actionnaires. Et la nouvelle société était structurellement endettée. Ce que nous ont dit les magistrats, et ce que dit encore le doyen Huglot, c'est que on ne peut pas remettre en cause les attestations des commissaires aux comptes. C'est un petit peu comme si on avait réinventé les indulgences, c'est-à-dire qu'aucun des organes de contrôle qui auraient dû sanctionner et la fraude résidant dans le fait que quand vous avez une fusion intragroupe, dans un groupe international, vous ne pouvez pas prendre, pour estimer la valeur des biens qui vont être cédés, la valeur du marché. Vous devez prendre la valeur qui est inscrite au bilan. Et c'est cette règle qui n'a pas été respectée. Le fait de chercher la vérité et de voir comment vous vous heurtez à des murs et toutes les instances qui devraient vous aider vous laissent tomber. Je n'ai pas d'explication encore, et certainement je cherche le journaliste ou la journaliste qui aura la curiosité de pousser l'investigation, mais Wolters Kluwer aux États-Unis est propriétaire dans le Delaware du plus grand immeuble de domiciliation fiscale. Wolters Kluwer d'ailleurs est en train de faire une mutation. D'ailleurs, ils ne sont plus propriétaires des éditions Lamy, ils viennent de les vendre. Alors, ils se sont séparés de toute la presse. Donc, toute la presse spécialisée Liaison, qui était une presse magnifique, a été saccagée. Les journalistes ont perdu leur emploi. Là, ils viennent de se défaire de l'édition. Et en fait, le groupe Wolters Kluwer est en train de faire une vraie mutation. Dirigé par Nancy McKinstry depuis 2003, il rachète des logiciels de comptabilité, parce que quand vous maîtrisez les logiciels de comptabilité, c'est beaucoup plus facile de structurer les prix de transfert, enfin tous les mécanismes qui permettent l'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale. Et en fait, Wolters Kluwer aux États-Unis défiscalise la moitié de Wall Street. Et le problème, c'est qu'en France, on est tellement préoccupé par nos paradis fiscaux européens, c'est vrai qu'on a beaucoup de boulot avec ça, je pense qu'on n'analyse pas encore assez la puissance et le développement du Delaware et des entreprises de défiscalisation du Delaware. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur la question. Pour finir sur une note optimiste, on a saisi la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on a trouvé qu'il y avait un manquement à l'impartialité. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que notre affaire était une affaire à impact, mais nous attendons la sentence et nous n'avons aucune nouvelle. Donc on a saisi en 2018, on n'a toujours pas de réponse. Quand vous êtes juriste, mettre en cause des hauts magistrats à la Cour de cassation, ça n'aide pas vraiment une reprise de carrière sereine dans quelque milieu que ce soit. Bon,
ça y est, je suis sauvée des eaux, j'ai trouvé un travail dans le syndicat qui m'a toujours soutenue. Voilà, tout va bien. Donc j'ai cette chance-là. Donc certainement cette histoire n'est pas une histoire de corruption, mais quelque part c'est pire parce que c'est une histoire d'entre-soi. Un des éléments qui me permet de dire ça, après l'arrêt, après les articles du Canard enchaîné, bon, la Cour de cassation a été très déstabilisée. Il y a eu une tribune des professeurs de droit, donc je les connais à peu près tous, hein, j'ai travaillé avec eux ou j'ai été leur thésarde. Ils avaient publié une tribune disant qu'on ne pouvait pas remettre en cause la probité des magistrats de la Chambre sociale. Jean-Jacques Dupéroux, qui est décédé maintenant, a répondu à cette tribune parce qu'elle avait été publiée dans la revue qu'il avait fondée. Il avait traité leur tribune d'amusement de collégiens en vacances. Je conclus en disant qu'il faut vraiment armer les représentants du personnel sur le droit comptable, qui est un droit ignoré, sur les mécanismes financiers, parce que tout se joue là et tout commence là. Et bon, je crois que quand on voit l'efficacité de la prédation et de l'optimisation et de l'évasion fiscale en France et le manque à gagner et les manques partout dans les services publics, je crois qu'on ne peut même plus hésiter. Le problème, c'est que des gens qui seraient bien placés, et ça permettrait de redonner au comité d'entreprise une de ses ambitions initiales, qui est véritablement d'aller questionner les comptes et d'aller questionner la financiarisation, la finance, les choix financiers de l'entreprise. Il faut vraiment arriver à doper cette formation. Voilà, merci.